Bonjour à toutes et à tous, je suis Tarek Ben Salah, maître de conférence en électronique, et mon objectif aujourd'hui est de vous transmettre des connaissances techniques claires, structurées et accessibles au langage VHDL. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons explorer ensemble les fondamentaux du VHDL à travers plusieurs axes clés, notamment la partie architecture et entité, les types de données, les STD logiques, les intégreurs, les tableaux, ainsi que les opérateurs logiques arithmétiques, les structures des programmes en VHDL et notamment distinguer les blocs concurrents des blocs séquentiels, les processus et signaux en VHDL, notamment savoir faire la différence entre un signal et une variable. Et nous allons finir cet exposé par une évaluation des connaissances à travers des quiz interactifs et des exercices pratiques corrigés. Donc, à l'issue de cette formation, vous allez être capable de lire, premièrement, et écrire du code VHDL synthétisable, savoir structurer efficacement un projet de conception numérique, et identifier et éviter les pièges courants de synthèse. Passons maintenant à la partie entité et architecture en VHDL. Pour bien maîtriser le VHDL, il est essentiel de comprendre la partie structure fondamentale du composant matériel. Un composant VHDL est toujours décrit en deux parties principales. La première partie étant la partie entité, et la deuxième, c'est la partie architecture. Et donc, la partie entité, elle contient tout ce qui est port d'entrée et de sortie, ce qu'on appelle les input-output, et parfois des paramètres génériques pour rendre le module configurable. Si je prends l'exemple ici, entity, mon module is, on commence par le mot port, on ouvre la parenthèse, clock, c'est un input type STD logique. Le reset ici, c'est un pin type input et toujours STD logique. Data in, c'est un input type STD logique vecteur, set down to 0, c'est-à-dire c'est un vecteur, ou c'est l'équivalent, c'est un tableau, de 8 éléments, de 0 à 7. Out, data out, c'est un output, type STD logique vecteur aussi, set down to 0, c'est-à-dire un vecteur de 8 cases, de 0 à 8. Et on finit le module, on ferme le parenthèse point virgule, and entity, mon module. Voilà, ça c'est la partie entité. Passons maintenant à la partie architecture. L'architecture décrit le comportement interne ou la structure logique du module. Une même entité peut avoir plusieurs architectures. Donc, une architecture, par exemple, comportementale pour simuler le fonctionnement global, et une architecture structurelle, ou ce qu'on appelle l'RTL, pour décrire la logique réelle à synthétiser. Donc, je prends l'exemple ici, architecture au niveau comportemental, of, mon module, is. On peut ici déclarer des signaux, par exemple, déclaration interne des signaux constantes, etc. Après, on commence par begin. Ensuite, les instructions concurrentes ou séquentielles. Bien sûr, il faut fermer ici and architecture comportementale point virgule. Hein. Donc, cette séparation entre la partie entity et architecture rend le module VHDL modulable, modulaire, clair et notamment réutilisable.
Donc, en résumé, la partie entité, c'est l'interface. Et la partie architecture, elle comprend comportement ou structure interne du système. Bien, passons maintenant au type de données et opérateurs clés en VHDL. Quand on écrit du VHDL, on ne manipule pas simplement des variables comme dans un langage classique évolué. On travaille avec des signaux qui représentent des valeurs logiques ou électriques dans un circuit réel. Pour les décrire correctement, le VHDL propose des types de données spécifiques et des opérateurs pour effectuer les opérations logiques, arithmétiques ou de comparaison. Donc on trouve tout ce qui est STD logique, et le plus courant pour représenter un fil logique ou une ligne de signal. En fait, contrairement à un simple 0 ou 1, il peut prendre plusieurs valeurs. Jusqu'à 9 étapes possibles. Soit le 0 logique, 1 logique, Z pour dire haute impédance, X pour dire valeur indéterminée inconnue, et d'autres états utiles en simulation réaliste. Maintenant, pour manipuler plusieurs bits ensemble, on va utiliser plutôt le STD logique vector. En fait, c'est un tableau de STD logique. Exemple, STD logique vecteur set down to 0. Ici, on parle d'un bus de 8 bits. On trouve aussi les types numériques, type integer, idéal pour les compteurs, les indices ou les calculs. Et tout ce qui est booléen est un type abstrait à deux valeurs, true ou false, utilisé surtout dans les conditions. Et donc, ces types sont utilisés pour la simulation, mais en synthèse, il faut souvent le représenter en binaire via des vecteurs. On trouve aussi les opérateurs logiques, tels que AND, OR, NOT, NAND, XOR, XNOR. Ils agissent sur les signaux de type STD logique et STD logique vecteur pour construire ce qu'on appelle la logique combinatoire. On trouve aussi les opérateurs arithmétiques tels que somme, arithmétique, la soustraction, le modulo, la valeur absolue. Et ces opérateurs s'appliquent principalement au type integer et au vecteur, signé, non signé, via la librairie numérique STD. Donc pour faire l'arithmétique sur les vecteurs, il faut souvent importer la librairie numérique STD. Enfin, les opérateurs de comparaison tels que l'égalité, inférieur, inférieur égal, supérieur, supérieur strictement, différent de. Et ces opérateurs fonctionnent sur la plupart des types compatibles et sont utilisés dans les instructions conditionnelles, comme le cas du if ou le case. Donc, pour bien comprendre les types de données et choisir le bon opérateur en VHDL, cela nous permet de garantir une description fidèle du matériel, une meilleure compatibilité avec la synthèse et une plus grande fiabilité dans la simulation. Donc, dans la prochaine section, nous venons comment utiliser ce type dans les structures concurrentes ou séquentielles pour construire des circuits réels. Passons maintenant à la structure des programmes VHDL. Un programme VHDL est bien plus qu'un simple bloc de code. C'est une structure hiérarchique et organisée qui reflète la modularité du matériel numérique. Pour qu'un fichier VHDL soit complet et synthétisable, il contient généralement 5 grandes sections que je vous présente dans l'ordre logique de conception. On commence par la première partie, c'est la déclaration des bibliothèques, ce sont les librairies. Tout commence
par les bibliothèques qui fournissent des types, opérateurs et fonctions standards indispensables. Par exemple, librairie I3E, use i3e.stdlogic en 64.all, ou bien use i3e numérique std.all. Sans ces lignes, le compilateur, malheureusement, ne reconnaît pas des types comme std-logic ou std-logic vecteur. On peut bien sûr ajouter des bibliothèques spécifiques selon les besoins. La deuxième partie, c'est la partie entité. En fait, c'est l'entité, elle définit l'interface externe du module, les signaux d'entrée, de sortie, ainsi que les paramètres génériques éventuels. C'est la boîte noire du composant, en fait. La partie architecture, elle décrit comment fonctionne le composant. Et elle contient tout ce qui est instructions concurrentes, les processus séquentiels et les déclarations des signaux internes. La partie instanciation de composants, bien sûr, dans une architecture, on peut instancier d'autres composants. Bien sûr, cela revient à assembler des briques. Un module peut contenir plusieurs sous-modules reliés par des signaux internes. Cette méthode permet de construire une architecture hiérarchique, très utile pour les projets complexes. La partie configuration qui est toujours optionnelle dans ce cas-là, la configuration sert à lier explicitement une entité à une architecture, notamment quand plusieurs versions existent. Donc cette section est peu utilisée dans les projets simples, mais devient très importante dans des systèmes complexes pour changer l'implantation d'un bloc sans modifier le reste du code. Donc en conclusion, la structure d'un programme VHDL intègre les bibliothèques, l'entité, l'architecture, la hiérarchie, et éventuellement une configuration, la partie qui est optionnelle ici. Donc maîtriser cette structure, c'est poser une base solide pour écrire du VHDL propre, modulaire et facilement synthétisable. Bien, passons maintenant à la partie processus et signaux en VHDL. Donc en VHDL, deux notions fondamentales permettent de modéliser des circuits complexes. Les signaux, signal, ou bien les processus qu'on appelle process. Donc comprendre leur rôle et leur comportement dans le temps est essentiel pour coder correctement du VHDL. Bien, pour les processus est un bloc séquentiel qui s'exécute à chaque événement sur un ou plusieurs signaux, définis ce qu'on appelle dans la liste de sensibilité. À l'intérieur, les instructions sont exécutées dans l'ordre. C'est séquentiel, comme dans un langage évolué. Si je prends l'exemple, process, et si la liste de sensibilité c'est clock ou bien reset, donc ce process-là sera exécuté si nous avons un changement d'état sur le clock ou bien sur le reset. Bien évidemment, ici, le processus modélise un comportement synchrone déclenché par le fromenton d'horloge ou bien un reset actif. Maintenant, pour tout ce qui est signaux, en fait, il représente les lignes physiques du circuit. Il transporte des valeurs logiques et connecte des composants. Quand on affecte un signal dans un processus, la mise à jour est différée.
elle prend effet. En fait, elle prend effet à la fin du cycle de simulation. Si je prends ici, par exemple, ce signal-là, signal, data bus, en fait, c'est un vecteur, et c'est des logiques vecteurs, 15 down to 0. En fait, c'est un bus de 16 bits. Donc, attention aux erreurs fréquentes, ne pas confondre signaux et variables. Une variable, l'affectation se fait par 2 points égales, changement immédiat dans un process. Par contre, l'affectation de signaux se fait par inférieur égal, sont mises à jour différemment à la fin du cycle. Bien évidemment, toujours bien définir la liste de sensibilité dans un process pour éviter un comportement imprévisible. Utiliser les process uniquement pour les comportements séquentiels ou conditionnels. Sinon, il faut utiliser les instructions concurrentes plus simples. Donc, si on va conclure, les signaux interconnectent les blocs matériels et les process décrivent des comportements complexes, en particulier les éléments séquentiels comme les registres, les compteurs ou les machines à état. Bien, on commence cette première section avec quelques questions pour tester la compréhension sur la structure de base d'un module en VHDL. Question numéro 1. Que décrit l'entité d'un composant en VHDL? Soit le comportement interne du circuit, la configuration des composants, l'interface externe du module entrée-sortie, ou bien le type d'implantation utilisé. Bien sûr, ici, c'est la réponse correcte, c'est le C. En fait, c'est l'interface externe du module, les input-output, tout ce qui est entrée-sortie. Question numéro 2. Une architecture peut-elle exister sans entité? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut mettre une architecture sans mettre une entité? Donc oui, toujours. Non, jamais. Oui, mais uniquement pour la simulation. Oui, si elle utilise une fonction. La réponse correcte ici, elle est évidente. On ne peut jamais utiliser une architecture sans la partie entité. Question 3. Que permettent la séparation entre entité et architecture? A, c'est réduire le temps de simulation. B, utiliser la même implantation dans plusieurs circuits. C, modifier l'interface sans toucher au code. Et le D, définir plusieurs comportements pour la même interface. Bien sûr, ici, la réponse correcte, c'est le D. En fait, c'est le fait de définir plusieurs comportements pour la même interface. Hein. Bien, le type STD logique vecteur, 3 down to 0, représente une valeur entière, ou bien un signal à 4 bits, une valeur booléenne, ou bien une matrice logique. Donc, c'est clair, ici, c'est un vecteur. 3 down to 0, donc 0, 1, 2, 3. Donc, c'est un vecteur de 4 bits. C'est un bus, en fait. Et donc, c'est un signal de 4 bits. Et donc, c'est le BI dans ce cas-là. Hein. Question numéro 5. Quel opérateur permet de comparer deux signaux
Donc on va comparer ici, soit la somme, donc ça c'est faux, le AND non plus, la concaténation non plus, et le égal. Le égal, c'est un test d'égalité en fait. C'est l'équivalent à double égal en C en fait. C'est un test d'égalité entre deux signaux. Hein. Quel type est le plus adapté pour un compteur? Soit le booléen, soit le SD logique, SD logique vecteur ou integer, ou bien les bits. Et dans ce cas-là, c'est plutôt les SD logiques vecteurs ou les integers pour bien présenter un compteur. Pourquoi? Parce que SD logique vecteur reflète le comportement physique du compteur sur les bits. Et d'ailleurs, certains préfèrent aussi utiliser le unsigned du package numérique std pour éviter les erreurs de type. Structure des programmes VHDL. Quel est l'ordre typique d'un fichier VHDL? Donc, lorsqu'on écrit un code en VHDL propre et structuré, on suit une organisation logique. On commence toujours par les librairies, après la partie entité, c'est l'interface du composant, les ports d'entrée-sortie, et enfin la partie architecture. C'est-à-dire le comportement ou la structure interne du composant. Donc ici, la réponse correcte, c'est le C, bibliothèque, entité, architecture. Question numéro 8. À quoi sert une instanciation de composants? Bien sûr, en VHDL, instancier un composant, c'est un peu comme réutiliser une boîte dans une autre boîte, en fait. Cela permet d'intégrer un sous-module dans une architecture plus grande. C'est fondamental pour construire des circuits hiérarchiques. Et dans ce cas-là, la réponse correcte, c'est plutôt, c'est pas tester, c'est pas écrire un nouveau type, ni déclarer un signal, c'est réutiliser un sous-module dans une architecture. La question numéro 9, c'est quelle partie est optionnelle dans un fichier VHDL complet? Donc ça, c'est évident, c'est la partie configuration, en fait. Donc, un processus s'exécute lorsqu'un signal de la liste de sensibilité soit est déclaré, soit affecté dans le code, change de valeur ou bien supprimé. Donc nous avons dit qu'en VHDL, un process est déclenché uniquement quand un signal listé dans sa liste de sensibilité change de valeur. Cela garantit que le comportement décrit reste synchronisé avec l'évolution des signaux qui l'intéressent. Et dans ce cas-là, la bonne réponse, c'est le C. C'est le C, donc il faut que le signal listé dans la liste de sensibilité change de valeur. Dans un process, la différence entre une variable et un signal, donc c'est la notion fondamentale du VHDL en fait. Une variable est mise à jour immédiatement à l'intérieur du process, ce qui facilite le calcul intermédiaire, alors qu'en revanche, un signal est mis à jour à la fin du cycle de simulation, ce qui reflète le comportement réel du matériel. Et dans ce cas-là, la réponse correcte, c'est le C. Une variable est mise à jour immédiatement et le signal à la fin du cycle. Dernière question. Lequel des éléments suivants est obligatoire dans un process? Donc pour qu'un process fonctionne correctement, il doit avoir quand s'exécuter. Cela se fait grâce à la liste de sensibilité qui contient tous les signaux surveillés. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le for ni le wait,
c'est une liste de sensibilité. Donc la bonne réponse, c'est le C. Et ainsi que s'achève cet exposé, et je vous remercie pour votre attention.